Quentin Perroma avec nous en plateau pour décrypter cette séance, directeur de la gestion d'Assetfi. Bonjour Quentin. Bonjour Grégoire. Je veux bien que le marché se focalise sur les fondamentaux macroéconomiques, les fondamentaux d'entreprise. Néanmoins, quand un banquier central, Janet Yellen en l'occurrence, prend la parole, on voit quand même tout de suite l'hypersensibilité des marchés au discours des banquiers centraux. Aujourd'hui, ça se passe bien. Qu'est-ce que le marché retient là du discours de Janet Yellen qui a été diffusé avant que Janet Yellen s'exprime devant la Chambre des représentants? Qu'est-ce qui marque les esprits et comment est-ce qu'on explique les réactions de marché alors qui sont positives sur les marchés actions et sur les marchés obligataires? Déjà qu'on a un discours quand même qui est un peu plus colombe, en tout cas, un discours qui laisse quand même pas mal d'options ouvertes et le marché apprécie au vu des derniers chiffres, notamment sur l'inflation. On voit qu'aux États-Unis, on a du mal à avoir cette reprise d'inflation et donc on voulait pas les marchés ne souhaitaient pas qu'il y ait une position trop ferme sur la relevée des taux. Mais on laisse quand même, Janet Yellen laisse quand même les options ouvertes sur une poursuite de ce resserrement monétaire. Donc un discours un peu ambivalent, mais qui reste quand même plus accommodant que ce que pensait le marché certainement. Ouais. Donc ça explique effectivement le repli des rendements obligataires par exemple, et ça reste un soutien d'importance pour les marchés actions. On le voit à nouveau parce qu'on va pouvoir parler du mouvement de remontée de taux qu'on a eu récemment et notamment des taux souverains en Europe, mais aujourd'hui on est sur une séance de baisse des taux et immédiatement on voit les actions qui réagissent très positivement. Oui, alors en plus c'est pas des scénarios très on a été habitué ces derniers jours à justement quand les taux baissent le marché action monte, mais normalement c'est l'inverse. Dans un contexte classique, on sort d'un actif refuge pour aller sur un actif plus risqué. Donc là, on a un peu l'inverse. Donc on a un peu troublé. On a eu exactement ce mouvement, mais à la baisse, avec des hausses des taux et un marché qui baisse avec les propos qu'avaient les déclarations de Monsieur Draghi. Et là, on voit un petit peu l'inverse. Je pense qu'il y a un petit peu des phénomènes sur les marchés dus, on va dire, le marché se pose la question jusqu'où vont aller les banquiers centraux, et on voit quand même encore cette forte dépendance des marchés aux politiques monétaires, que ce soit européennes ou américaines. Et des banquiers centraux, la Fed étant la banque centrale la plus avancée dans son cycle, donc qui est en pointe évidemment sur ces questions de normalisation, et c'est pour ça qu'on suit attentivement ce qui s'y passe. Des banquiers centraux, Janet Yellen en l'occurrence, qui reste assez embarrassé quand même par la trajectoire de l'inflation. Oui, ça va un peu mieux. Ok, le risque de déflation est écarté depuis un moment, on va dire, aux États-Unis. Mais on voit bien, il y a toujours cette pointe de doute, cette incertitude. Pourquoi est-ce que l'inflation ne réagit pas aux tensions qu'on peut observer de manière assez objective, d'ailleurs, sur le marché du travail? Cette corrélation ne fonctionne plus et Janet Yellen l'exprime. Quand est-ce que la corrélation va à nouveau fonctionner? Dans quelle mesure est-ce que le resserrement du marché du travail va entraîner une hausse d'un cran supplémentaire de l'inflation? Elle-même semble incapable de répondre à cette question aujourd'hui. Oui, on est un petit peu perdu parce qu'on a un taux de chômage qui est très bas et malgré cela, malgré un plein emploi, à part, c'est vrai qu'on a quelques mesures, notamment sur la hausse des salaires qui est peut-être pas suffisante, mais on se pose la question parce que normalement, on nous avait appris que quand un taux de chômage bas, on avait des salaires qui repartaient parce qu'on était au plein emploi ou quasi plein emploi et derrière de l'inflation qui se crée. Alors là, on voit le principal indicateur que suit la Fed, donc le PCE, qui ne remonte pas, qui est 1,6, qui a du mal à dépasser ces niveaux-là. Bon, il y a un effet évidemment pétrole qui joue dedans, mais on a quand même, on se pose des questions et c'est vrai qu'on n'a pas un message complètement clair, et d'ailleurs le message de Janet Yellen n'est pas complètement clair non plus parce qu'on n'a pas des données complètement claires, donc le marché a du mal à trancher, savoir. Et on se dit, est-ce qu'on va réussir, on se pose toujours la question, à sortir de cette politique accommodante? Est-ce qu'on va réussir à débrancher un peu la perfusion et doucement à rentrer dans un cycle plus normal en fait? L'idée centrale, est-ce que ça reste quand même, parce que j'allais dire, avant l'édition de Janet Yellen, le thème un peu à la mode des derniers jours, c'était de dire attention, on est en train de changer de régime, on est en train de prendre un tournant majeur en termes d'accommodation monétaire un peu partout sur la planète. Mario Draghi a envoyé un signal il y a 15 jours à Sintra, donc on voyait cet état d'esprit là des marchés qui était en train de tourner vers quelque chose, des banques centrales un peu moins accommodantes et donc des taux un peu plus élevés et peut-être un peu plus de volatilité, un peu plus de perturbations sur les marchés. Là, on voit tout de suite une Janet Yellen qui retrouve très vite un discours très prudent.
Est-ce que pour autant, ça remet en cause l'idée qu'on sort quand même de cette ultra-accommodation un peu partout à travers le monde, ou est-ce que ça reste pour vous là le scénario qui est en train de s'écrire dans les marchés? Non. Pour nous, ça reste le scénario qui est en train de s'écrire. On a franchi un cap, on a passé un point d'inflexion. On a quand même eu des remontées de taux, il y a quand même une déclaration claire et précise de la Fed sur le fait de réduire son bilan, et on ne ferme pas la porte dans ce discours-là. En tout cas, moi je vois nulle part écrit qu'on ferme la porte à de futurs relevés de taux, même au contraire, on en parle. Donc il y a quand même une volonté d'un resserrement monétaire, d'une politique moins accommodante. Mais ce qu'on voit très bien arriver, c'est que ça va être lent, ça va prendre du temps et ça risque peut-être de générer un petit peu de volatilité sur les marchés. On peut avoir, le marché a tendance à exagérer toujours les propos, a tendance à essayer d'anticiper donc les mouvements, donc mécaniquement ça crée un peu plus de volatilité. On l'a vu avec Draghi, on le voit encore aujourd'hui, mais dans le sens inverse. Dans le sens inverse, on relâche un tout petit peu de pression. Tout de suite, on a un marché qui repart. Tout de suite, on a des taux qui se relâchent un petit peu. Mais la trajectoire, elle est quand même doucement vers une hausse progressive des taux. Le sens du voyage, comme on dit, il est clair pour vous aujourd'hui aux États-Unis, en Europe également. On va avoir encore des réunions de banque centrale. Enfin, la réunion de la BCE le 20 juillet. On pouvait imaginer que c'était une réunion pour rien. Finalement, ce sera peut-être une réunion importante à suivre. Enfin, en tout cas, le discours de Draghi, on va attendre, j'imagine, un certain nombre d'éclaircissements sur sa position aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Je pense que effectivement, ça va être de plus en plus regardé. On se disait, bon, ça y est, on va sortir doucement, on va dire, de l'économie dépendante des banques centrales. Mais c'est pas le cas. On voit très bien que Draghi va doucement aussi essayer petit à petit de sortir de cette politique ultra accommodante. Mais ça va être décalé. On n'est pas au même niveau, on n'est pas au niveau du même cycle économique en Europe. Les chiffres sont bons sur la zone euro, les chiffres sont clairement bons. On a une progression, on le voit encore cette semaine avec les indicateurs avancés de l'OCDE, avec le Sentix, avec toutes les métriques macro, donc sont bonnes. Après, on va voir les résultats. Là, on va arriver un peu dans des chiffres un peu plus micro sur les semaines à venir. Mais toutes les principales statistiques sont bien orientées. Ouais. Donc, ce qui pousse à dire doucement, on va pouvoir un petit peu avoir une politique moins accommodante. Mais après, il ne faut pas non plus aller trop vite. Si ça se fait trop rapidement, tout le travail qui a été fait depuis 2011, il va être à jeter. Si on remonte ces taux de manière trop forte, on va jeter de la défiance sur les marchés, jeter de la défiance sur l'économie, et derrière, tout ce qu'on aura fait et les progressions qu'on a eues, à mon avis, s'arrêteront très rapidement. Bon, et c'est pas du tout dans l'ADN justement de la Banque Centrale Européenne d'aller trop vite en la matière. Enfin, quand on voit d'ailleurs la progressivité qu'il a fallu à la Fed pour passer du discours aux actes et éventuellement continuer d'en faire un peu plus en matière de normalisation, on peut imaginer que la BCE en a tiré les leçons aussi, et tiré les enseignements de ce chemin vers la normalisation. Oui, tout à fait. On le voit, il y a eu quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais sur la Fed, il y a eu quand même une avancée, quoi. Il y a eu quand même des relevés de taux. On voit déjà, on s'attaque au bilan. Donc on voit qu'il y a quand même un resserrement monétaire qui est là. Certes, il est beaucoup plus lent que tout ce qu'avaient prévu les économistes, mais il est là. Et ce sera certainement le cas pour la BCE également. Un mot, parce qu'elle cite l'inflation comme étant une source, enfin l'incertitude qui pèse sur la trajectoire d'inflation, même s'il y a des effets transitoires qui peuvent expliquer la faiblesse ou le regain de faiblesse récent de l'inflation. L'autre source d'incertitude qu'elle cite, Janet Yellen, c'est Donald Trump et son administration et la politique qu'il envisage, la politique économique. J'entends hier, c'était le directeur des investissements de PIMCO, alors, qui gère le plus gros fonds obligataire du monde. Donc voilà, c'est des gens sérieux. Comme tout le monde ici, bien sûr, mais et qui nous disait que les derniers développements autour des affaires russes, l'implication de Donald Trump Jr. était de nature à affecter, à altérer les perspectives des marchés et les perspectives que pouvaient avoir les investisseurs sur l'économie américaine et sur les marchés américains. C'est votre sentiment également? On est sur quelque chose qui est au-delà juste du théâtre politique et qui n'est pas neutre pour les marchés? Non, c'est pas neutre pour les marchés, et le problème, c'est que c'est très difficile à appréhender comme risque. Ouais. Parce que c'est un risque, on le voit, une partie du dollar, c'est pas le seul facteur explicatif, mais une partie de la baisse du dollar qu'on a eu sur les derniers jours est due aux affaires de Donald Trump, avec notamment les histoires de mails avec la Russie, les échanges d'informations. Donc c'est le point, on va dire, difficilement gérable pour un gérant de fonds, savoir
quels vont être les impacts politiques, quelles vont être aussi les décisions politiques, parce qu'on a deux choses. On a le risque politique actuellement, avec des scandales politiques qui reviennent quand même plusieurs fois sur le devant de la scène et qui impactent clairement les marchés. Et deux, quelle va être la politique derrière, quelle va être la politique fiscale qu'attendent les marchés depuis quand même de nombreux mois. Ouais, et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et le temps du Congrès est quand même phagocyté par ces affaires russes plutôt que par une réflexion ou des discussions sur les réformes fiscales, les réformes budgétaires ou même les nominations de l'administration Trump. On n'en est pas au bout de ces nominations. On pourra évoquer peut-être les prochaines nominations à la Fed et on attend évidemment de savoir qui sera le candidat favori pour prendre la succession de Janet Yellen. Ça, ce sera quand même aussi un gros sujet, remplacer Janet Yellen. Ça peut être un élément important évidemment pour les marchés et pour le fonctionnement de la Réserve fédérale américaine. Le nom qui circule aujourd'hui, c'est celui de Gary Cohn, qui est le chef, le patron du conseil économique de la Maison Blanche et qui est l'ancien numéro 2 de Goldman Sachs, qui n'est pas économiste de formation, qui est un homme de marché, ça c'est sûr, mais qui n'a pas de formation d'économiste au sens académique du terme, comme pouvait l'avoir Janet Yellen ou encore Ben Bernanke, son prédécesseur. Revenons au mouvement de marché. Sébastien Barthélémy est avec nous par téléphone, responsable de la recherche crédit de Kepler Chevreux. Le crédit, c'est la dette des entreprises. On regarde, nous, les taux d'État, les taux souverains, qui sont quand même tendus sur la période récente. Si on dézoome un petit peu juste au-delà de cette seule séance, on a quand même une remontée qui s'est faite de manière assez brutale des taux d'État en Europe. Sébastien, je parle sous votre contrôle. La question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que ça a affecté ou non le coût de financement des entreprises, le crédit donc. Bien bonjour, et effectivement on a vu le taux d'État, comme vous l'avez dit, rebondir très nettement. On est passé de 0,25 à presque 0,60 sur le 10 ans allemand. L'impact immédiat a été aussi une forte volatilité sur le marché du crédit au niveau des spreads, directement sur les entreprises bien notées, les entreprises les moins bien notées, on appelle ça les high yield. Et si on regarde l'indice iTraxx Crossover, qui est un bon indicateur de volatilité sur le marché du crédit, celui-ci s'est écarté avec les taux et effectivement ça a un impact sur le coût du refinancement, on comprend bien, puisqu'on a un taux sans risque qui a augmenté. On a des spreads qui ont également augmenté, donc une entreprise qui vient se refinancer à l'heure actuelle, va devoir payer des coupons plus larges qu'il y a un mois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit des investisseurs? Donc on comprend des primes de risque qui se sont qui ont un peu augmenté, notamment pour les entreprises les moins bien notées, donc la catégorie high yield. Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit des investisseurs sur ce marché du crédit? Ça veut dire que aujourd'hui ils sont beaucoup plus frileux, ils ont beaucoup moins d'appétit pour aller acheter de la dette d'entreprise, parce que ça a été pourtant un trade massif. L'idée d'acheter le crédit et d'acheter le crédit avec le maximum de rendement, c'est quand même quelque chose dans lequel tout le monde s'est engouffré ces dernières années. Effectivement, c'est quelque chose dans lequel tout le monde s'est engouffré et on est arrivé à un point où tout le monde admet que le rendement du risque n'est plus présent, notamment dans la catégorie la plus basse de la qualité de crédit des entreprises. Eh bien, le sentiment des investisseurs, il est relativement simple. Est-ce que vous avez envie d'aller acheter sur le marché primaire de la dette corporate d'une entreprise à yield alors que vous avez un rebond sur les taux souverains et de la volatilité sur le marché? Eh bien non, puisque pourquoi aller acheter de la dette maintenant alors que peut-être dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, c'est toute la difficulté effectivement de la problématique de gestion, eh bien vous pouvez la toucher avec un rendement supérieur. Donc là ça a un impact sur le marché primaire. Alors ça n'a pas empêché un certain nombre d'entreprises d'émettre, mais quand même la semaine dernière, on a eu une entreprise qui n'a pas pu émettre, qui a reporté son émission inaugurale. Alors effectivement, il y a un ensemble de facteurs, le rebond des taux souverains, la volatilité, mais également le fait que cette entreprise-là n'était pas très bien notée et peu connue, on parlait d'émission inaugurale. Donc c'est un premier raté sur le marché européen, c'est quand même le signe de la frilosité des investisseurs à l'heure actuelle. Quentin, comment vous regardez ce marché du crédit? Alors c'est vrai que c'est un marché qui est peut-être plus d'initiés, qui est moins grand public. Nous on suit les taux souverains parce que ce sont des indicateurs, des baromètres. Après le marché du crédit, le marché de la dette d'entreprise, c'est le marché de spécialistes, de professionnels des marchés comme vous. Mais c'est des marchés à surveiller, ces spreads de crédit, sans rentrer trop dans la technique. Mais il y a des signaux d'alerte. Ce sont des marchés qui envoient des signaux précurseurs. Comment vous regardez justement ce qui s'y passe? C'est une classe d'actifs que le crédit qui a eu un très très beau parcours. Eh oui. Donc on a eu des très belles performances et aujourd'hui
va dire qu'il y a quand même moins de potentiel dans cette classe d'actifs, parce qu'on est arrivé à des rendements assez bas. On est arrivé à quelque chose d'excessif là dans le financement de la dette des entreprises. Je sais pas, Janet Yellen, la question lui sera posée, mais elle s'inquiète de la valorisation de certains actifs financiers. Nous, on pense immédiatement aux actions, mais est-ce que sur ces marchés de crédit, sur des segments particuliers, il y a des exagérations aujourd'hui ? Il y a peut-être un peu des exagérations, mais après il faut rester prudent, parce que c'est quand même une classe d'actifs où il faut revenir aux fondamentaux derrière. On est face à des sociétés quand même qui sont au niveau bilanciel, qui sont solides, donc on n'a pas de problème majeur à avoir. Après, ce qu'évoquait justement Barthélémy, c'est sur les mouvements, on risque d'avoir des investisseurs qui attendent un petit peu pour avoir des opportunités d'entrée un peu plus intéressantes, parce que les taux, qu'on évoquait tout à l'heure, les spreads se sont écrasés. Donc on veut revenir, mais sur des points un peu plus attractifs. Mais après, il faut voir que déjà au niveau notamment sur la partie investment grade et sur la partie courte, donc peu sensible au taux, les papiers s'arrachent encore, quoi. C'est très difficile d'aller acheter du papier, d'en vendre c'est très facile, mais aller en acheter, donc ça montre bien qu'il y a encore de l'appétit pour aller chercher ce petit rendement supplémentaire en plus quand on est sur des papiers relativement courts. On n'a pas d'expo trop importante au mouvement de taux, et on va garder un rendement quand même supérieur au taux sans risque. Donc il y a quand même encore de l'intérêt, c'est ça, de l'intérêt pour ces marchés de crédit, donc ces marchés de dette privée, de dette d'entreprise. L'intérêt pour les marchés actions, alors aujourd'hui c'est un intérêt retrouvé, mais ça fait quand même quelques jours, quelques semaines qu'il se passe plus rien sur nos marchés actions en zone euro notamment. Est-ce qu'il y a des raisons d'être déçu par le parcours récent des actions européennes et des actions de la zone euro? Datons-le, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a plutôt le sentiment que les investisseurs ont vendu la nouvelle. En tout cas, on n'a pas trouvé un appétit supplémentaire pour racheter des actions de la zone euro. Est-ce que vous êtes déçu par ça, et qu'est-ce qui peut se passer désormais pour nos marchés d'actions? Oui, c'est vrai, on peut être un peu déçu quand même par le parcours depuis les élections, surtout si on s'amuse à comparer l'élection de Trump avec l'élection où on a eu un très beau parcours, alors que potentiellement, on s'attendait tous quand même à avoir un peu plus de chahut. Non, il y a un peu de déception. Après, il y a eu aussi des événements, les déclarations de Draghi qui étaient un espèce de ballon d'essai, qui ont vite été rattrapés par le vice-président qui a essayé, vous n'avez pas compris les propos. Donc ça a mis un peu une douche froide sur, on va dire, pas de tendance en fait, parce qu'on n'avait pas de tendance. Et là on a eu une petite tendance baissière. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément s'inquiéter, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un environnement qui est positif, et je pense que les résultats des sociétés vont un petit peu rassurer les marchés. On risque d'avoir des résultats de sociétés quand même qui seront plutôt bons et qui vont peut-être donner un second souffle. Après, il ne faut pas s'attendre non plus. On a déjà eu au global, malgré les quelques mois de tergiversation, les quelques derniers mois, on a eu un début d'année qui était assez puissant. Donc au final, on aura une année qui sera quand même normalement qui devrait être assez bonne. Pour profiter de ces marchés, des marchés notamment en zone euro, puisque ça reste quand même un focus important pour beaucoup de gestions aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un style qui doit dominer par rapport à l'autre? Aujourd'hui, c'est Sanofi qui est en tête du CAC avec une hausse de 3% parce que les taux reculent un peu. Mais hier ou les jours d'avant, les taux étaient plutôt sur une pente ascendante. Ce qui marchait, c'était les cycliques, c'était l'automobile et c'était les financières. Ça change tellement vite, quasiment au jour le jour ou de semaine en semaine. Est-ce que pour vous, il y a un style qui doit dominer quand même, et sur les prochaines semaines, les prochains mois, avec des convictions auxquelles il faut s'accrocher? Ou est-ce que non, il faut peut-être mieux ne pas avoir de conviction trop forte justement sur un style plutôt qu'un autre? Alors, vu qu'on a un marché quand même qui est assez volatile, avoir des conditions vraiment trop puissantes, ça peut être dangereux. Mais après, nous, on a quand même tendance à appuyer un peu plus sur le style que vous évoquiez, c'est-à-dire un style un peu plus value, un peu plus cyclique, parce que en Europe, on est au début d'un cycle haussier. On voit la macro bien orientée. Et donc pour nous, et on voit en plus ces taux qui se relèvent un peu. Donc par exemple, le secteur financier devrait en profiter avec une dynamique, en plus une bonne dynamique de l'économie. Donc nous, on est
on est quand même plus cyclique et plus sur les secteurs de valeur. Mais par exemple, vous évoquiez justement Sanofi. Pour nous, le secteur de la santé est un bon secteur. C'est ça, ouais. On est moins positif, par exemple, sur le secteur, dans les secteurs défensifs, sur les secteurs télécoms ou sur le secteur des services aux collectivités. Mais par contre, sur la santé, on trouve qu'il y a encore du potentiel d'appréciation, notamment Sanofi, qui est un peu décoté par rapport à ses pairs. Et on pourrait avoir, c'est un secteur qui est quand même assez porteur. Donc on essaie quand même d'avoir un portefeuille un peu équilibré, mais toujours quand même avec un biais plutôt value et cyclique. Bon, on redit un mot avant de se quitter, Quentin, parce que là, le rallye s'accélère. Enfin là, les 40 valeurs du CAC sont dans le vert. On gagne 1,7%, 5226 points à Paris. Wall Street qui gagne 0,7, 0,8%. C'est justifié. Enfin, comment on explique? Là, il se passe rien pendant quelques jours, et puis là, d'un coup, le marché remonte sur quelques paroles de Janet Yellen. Oui, ça montre un peu quand même aussi une certaine hésitation sur le marché qui est un peu qui d'une part cherche une tendance. Peut-être aussi on avait eu quelques prises de profit et on voit un petit peu. C'est une occasion, un prétexte là, peut-être de revenir effectivement un peu sur ces actifs risqués. Oui, c'est l'occasion et puis ça rassure. En fait, ça rééquilibre un peu par rapport aux propos de Draghi qui avait eu tendance à dire bon ben ça y est, un peu la fête est finie. En fait, on s'aperçoit que ça va mettre du temps, ça va être lent et on va avoir ce genre de parcours, mais pour nous, on va avoir ce parcours, ce genre de parcours avec un peu de volatilité, mais quand même avec un marché qui devrait quand même être haussier sur le moyen et long terme. Bon. Mais on va certainement avoir un peu plus de volatilité. Mais voilà, si le sens du voyage semble clair aujourd'hui, voilà, ça peut se faire par à-coups et on le voit au fur et à mesure de l'ajustement des discours des banquiers centraux en fonction des données économiques, en fonction des réactions de marché aussi, parce que j'imagine que c'est quelque chose dont ils tiennent compte et c'est important que ce soit les réactions sur les marchés obligataires ou même sur les classes d'actifs plus risquées type marché action. Janet Yellen sera sans doute interrogée sur la valorisation des actifs puisque c'était un des points qu'elle a souligné lors de ses dernières interventions. Janet Yellen qui va commencer à s'exprimer d'ici quelques instants à peine devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. C'est le gros moment de cette journée et de cette semaine sur les marchés financiers. Merci beaucoup Quentin d'avoir été avec nous cet après-midi. Quentin Perroma, directeur de la gestion d'Assetfi, et Sébastien Barthélémy qui nous accompagnait par téléphone également, responsable de la recherche crédit de Kepler Chevreux. Des marchés bien orientés, des taux qui sont en repli, une Janet Yellen perçue comme étant toujours très accommodante, très prudente dans ses velléités de normalisation, un chemin qui se fera de manière très très graduelle, peut-être encore plus lentement que ce que le marché imaginait. Donc des taux d'État qui refluent aujourd'hui et des marchés actions qui sont un peu dopés, il faut le dire, puisqu'on gagne donc 1,7% à Paris actuellement, le CAC 40 qui repasse assez nettement au-delà des 5200 points. On fait un point complet justement sur cette séance en cours dans un instant.